Il est un lieu que nous partageons toutes, un sanctuaire secret caché au creux de notre être. Il porte nos joies, nos peines, nos possibles et nos silences, un battement, un souffle, un écho profond, l'utérus. Berceau de toutes nos renaissances, c'est là que s'enracine la vie et là aussi que nous apprenons à nous aimer, à nous accueillir, à nous pardonner, à être femmes dans toute notre vérité. Nous sommes multiples et pourtant une seule, reliées par ce battement ancien, ce souffle universel. Et si, ici et maintenant, dans cet espace d'échange et de partage, nous revenions à l'origine, celui de notre utérus, gardien des histoires du monde. Ce lien nous appartient, à toi, à moi, à nous. Hey belle âme, bienvenue sur la chaîne Naissent âme, le cocon où naissent les âmes. Nous sommes aujourd'hui dans le Cup of Tea pour la Queen Christelle et nous allons parler ensemble d'un sujet de société. Un sujet parfois tabou chez certains, plus simple et naturel pour d'autres, et je vais donc lui laisser le plaisir de se présenter. Oui, bonjour Nessia, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Christelle, j'ai 40 ans et je suis éducatrice spécialisée et hypnothérapeute et je suis maman de 4 enfants. Première question, comment tu te sens dans ta vie de femme ? Désolée, parce que depuis tout à l'heure j'ai réfléchi mais je sais toujours pas quoi dire sur ma vie de femme. Ok, mais après on n'est pas obligé de trouver la réponse tout de suite. Si t'as pas la réponse maintenant, peut-être que tu l'auras à la fin, qui sait. Oui, peut-être. Peut-être. Alors du coup, comment tu te sens dans ta vie de mère ? Alors dans ma vie de mère, du coup j'ai 4 enfants et j'ai eu le petit dernier il y a pas très longtemps. Donc il a quel âge ? Il a 1 mois et demi. Voilà, c'est le garçon parmi toutes les filles, parce qu'avant lui, j'ai eu que des filles. Et donc, il y a une très grande différence d'âge déjà, entre les premières et lui. Mais je me sens, pleinement épanouie. Là, voilà, je me sens comme une maman accomplie. Je me disais toujours, il en manque un. Il en manque un, il en manque un. Et je n'ai jamais su vraiment comment l'expliquer, mais c'est la première fois où je me dis, ça y est, je suis une maman complète. Voilà. On va en reparler de ce détail, parce que la phrase qu'elle vient de dire est très importante. Il en manque un. C'est une phrase forte. C'est une phrase très forte. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta toute première grossesse, jusqu'à celle d'aujourd'hui ? Alors, déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu ce désir d'être mère, en fait. Du plus loin que je me rappelle, dès qu'on me demandait ce que je voulais plus tard, dans mon fort intérieur, c'était être maman. Pour moi, c'était vraiment plus qu'important. Est-ce que tu sais pourquoi c'était important d'être maman pour toi ? Je sais pas. Parce que depuis toute petite, vraiment, mais même enfant, même très 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 jeune, j'ai toujours eu ce désir d'être enfant. Enfin, d'être enfant. J'ai toujours eu ce désir d'être maman. Et comment dire, il y a plein de gens qui se disent ils attendent d'être prêts ou des choses comme ça. Et toi tu le savais. Mais ça moi, vibrait. Oui, et même si j'avais, alors ça n'a pas été le cas, mais même si quand j'avais 14 ans ou quelque chose comme ça, j'aurais été une maman ado, c'est pas quelque chose qui m'aurait gênée parce que du plus profond de moi, c'est ce que je voulais. Ouais. T'en avais pas peur ? Pas du tout. D'accord. Et donc, tu disais pour ta première grossesse ? Mon parcours de femme et de mère est un peu atypique. Parce que, du coup, ça a commencé très bêtement. Mais vraiment bêtement. Parce qu'une fois, je devais avoir, je dirais 13-14 ans. Et un matin, je me réveille et je m'étire et j'ai une crampe au mollet. Mais j'ai très envie d'aller faire pipi.
Non, c'est pour ça que j'ai dit c'est très bête. Parce que du coup, j'ai cette crampe au mollet, mais j'ai beaucoup envie d'aller faire pipi. Donc j'essaie de... Tu peux pas, t'es là, tu traînes la patte. Mais c'est ça, mais je me suis mise à 4 pattes, carrément. Non, mais vraiment, le truc, laisse tomber. Tu devais choisir entre là tout de suite faire pipi par terre. Oui, il fallait que j'y aille. Okay. Fallait. Donc je me lève du lit, comme je peux. Après, j'essaye de marcher, j'y arrive pas. Donc je me mets à 4 pattes et je rampe jusqu'aux toilettes. Okay. Et en fait, arrivé devant les toilettes, je fais un malaise. Je tombe dans les pommes. Ouais. Okay. Je m'attendais pas à cette chute. Ben non, c'est pour ça que je dis ça commence bêtement, mais après, finalement, il se passe des trucs un peu plus sérieux. Okay. Du coup, je tombe dans les pommes, mais personnellement, j'associe cette perte de connaissance à la douleur. Okay. Parce que j'avais vraiment très mal. Intense, ouais. Intense. Okay. Mais du coup, en tombant dans les pommes, du coup, comme j'avais vraiment envie de faire pipi, mon corps se relâche, donc je fais pipi. Pour au final faire par terre, vraiment. J'aurais pu le faire dans mon lit directement, mais bon, après, je suis un peu maniaque, donc voilà, ça évite de faire pipi dans le lit. Et puis de laver les draps, ça demande trop de... Ouais, mais du coup, ma mère, tout ça, la panique, bref, ils appellent les pompiers, tout ça, parce que je prends du temps en fait avant de revenir à moi. Et donc on m'emmène à l'hôpital, et à l'hôpital, ils sont persuadés que c'est une crise d'épilepsie. Puisque, effectivement, quand on fait des crises d'épilepsie, ça arrive souvent qu'on fasse pipi et tout ça. Donc, je reste pendant 1 mois hospitalisé où ils me font tous les examens possibles et imaginables. Donc, et ils se renseignent aussi sur le fait est-ce que je suis réglé ou non. Bon, j'ai 13-14 ans, il me semble, à l'époque, mais j'ai toujours pas mes règles. Okay. Du coup, ils s'interrogent, ils voient que ma voix aussi est très grave. Du coup, il s'interroge sur le fait, est-ce que je serais pas, à l'époque, on disait hermaphrodite. Oui, hormones masculines à l'intérieur du corps, voilà. etc. Du coup, on me fait tout plein d'examens, bon bref, voilà, finalement non, je suis bien une femme, j'ai juste la voix un peu grave, et c'est bien la douleur qui a fait que je suis tombée dans les pommes. D'accord. Okay. Donc bref, tout ça, je continue mon petit parcours tranquillement. Ensuite, peut-être 1 an et 1 an et demi après, je suis justement, mes parents s'interrogent sur le fait que j'ai toujours pas de règles, tout ça, donc je vais chez le médecin. Le gynéco me fait un examen, il me dit que j'ai un utérus ventre, donc mon utérus est très haut placé et que du coup, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Donc j'ai 15 ans et du plus loin que je puisse remonter dans ma mémoire, moi, mon seul désir, ça a toujours été d'être mère. Donc moi quand on me dit ça à 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça, voilà, là je m'effondre, pour moi c'est catastrophique, mon Dieu, je pourrais pas avoir d'enfant, qu'est-ce que je vais faire, je vais adopter, j'ai même pensé à adopter un chimpanzé pendant un moment, tellement je me disais il fallait que j'ai, non mais vraiment. Tellement que tu voulais, cet aspect maternel en fait. Voilà. Et donc voilà, après je me fais à l'idée que il se peut que je n'ai pas d'enfant. Mais je vis avec ce truc qui me fait un petit peu, qui me fait souffrir. Mais il faut quand même continuer à avancer, à aller dans ma vie et tout ça. Donc je fais ma vie tranquillement. Et puis un jour je rencontre quelqu'un qui est plus âgé que moi et qui lui n'a pas d'enfant et a ce désir en fait de vouloir faire des enfants. Du coup, là, ça réactive quelque chose chez moi et je commence à me renseigner, à voir comment ce serait possible, comment je pourrais avoir des enfants, tout ça. Avec toutes les autres pratiques médicales, in vitro, etc. Oui, déjà, je me dis, pas vraiment aller jusque-là, mais déjà dans mon intérieur, en tout cas, ça a réactivé quelque chose où je me suis dit, il faut que... Voilà, je me suis reconditionné... une potentialité, quoi. C'est ça, mais j'avais 19-20 ans à l'époque, quoi. Donc j'étais assez jeune. Ça avait quand même pris son chemin, ça avait quand même maturé, mais tu n'étais pas encore dans le vif du sujet avec tout ce qui était médicalisation et tout. Non, j'étais vraiment tranquille. Ouais, c'est ça. Tu renouvelles avec l'idée. C'est ça. Okay. Du coup, après il y a un message un peu spirituel aussi pour mes premières grossesses. Du coup, la première fois, je tombe enceinte et du coup, j'ai une absence de règles parce qu'entre-temps, mes règles sont arrivées quand j'avais 17 ans. Du coup, après, vers 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça, j'ai une absence de règles. Du coup, je fais les tests, effectivement, ça prouve que je suis enceinte.
Donc quand on va chez le médecin, tout ça, je fais les prises de sang, mais il n'y a pas d'évolution, en tout cas du taux. L'hormone qui permet de savoir si oui ou non on est enceinte, ce qui d'ailleurs permet au test de grossesse d'afficher positif ou négatif. C'est ça. Okay. Mais du coup, au début, il y avait l'hormone, c'est juste qu'elle n'évoluait pas. Parce qu'en général, pour prouver qu'il y a une grossesse qui... Voilà, c'est ça. Et moi, il n'y avait pas. Donc, j'ai été chez le médecin pour contrôler tout ça. Et effectivement, il me fait une échographie qui montre qu'en fait, c'est un œuf clair. Du coup, il y a effectivement un œuf, mais il n'y a pas d'embryon dedans. Du coup, je dois subir une intervention. On me fait un curetage pour pouvoir retirer cet œuf. Donc, quelques temps après, toujours dans cette volonté d'avoir un enfant, je trouve un médecin qui me donne un traitement. Mais c'est un traitement très léger, en fait. C'est le Clomid. Et qui fait un petit peu l'effet inverse de la pilule. Qui, au contraire, booste un petit peu. Voilà. Du coup, je le fais. Et c'est un traitement de 3 mois, normalement. Et au bout de 2 mois, en fait, je tombe enceinte. Du coup, on fait les examens, tout est ok. Par contre, là, il y a bien une évolution du taux. On me fait les échographies, il y a bien un bébé, tout va bien, je suis la plus heureuse du monde. Voilà. En plus, on me dit, alors là, c'était mon rêve, un garçon. Du coup, je suis super contente, tout se passe très très bien. Le père aussi semble très heureux aussi. Donc, on continue, et puis un jour, je perds le bouchon. Voilà. T'étais à peu près à combien de mois? J'étais entre 5 et 6 mois. Du coup, je perds le bouchon, mais moi, c'est mon tout premier enfant. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, sur le coup, j'ai appelé ma mère quand même, qui était aux Antilles, qui me dit, ben oui, c'est le bouchon muqueux, tout ça, donc fais attention et essaye d'aller rapidement chez le médecin. Oui. Du coup, je vais chez le médecin, je vais à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on me fait tous les examens et on se rend compte qu'effectivement mon col est en train de s'ouvrir et que la poche commence à descendre. Ok. À 5 mois. Oui. Du coup, le médecin me fait une intervention. Il essaye... il veut me mettre un cerclage. Un cerclage pour éviter que justement la poche continue de descendre et que le bébé se présente trop tôt. Tout à fait. Okay. Mais en me faisant le cerclage, du coup, il a dû pousser la poche. Un petit peu pour refaire rentrer un petit peu la poche parce que vraiment la poche était bombante en fait. Et en faisant cet examen, malheureusement il a percé la poche et du coup ça s'est fissuré. Donc moi personne ne m'informe de cet événement, je retourne en chambre mais je sens qu'il y a un petit liquide qui commence à couler. Donc j'avertis la sage-femme, elle me fait l'examen et elle se rend compte qu'effectivement c'est du liquide. Le médecin se dit que c'était pas possible de passer les 3 mois restants sans liquide. Donc il décide de me faire accoucher. Et donc voilà. Donc l'accouchement qui se fait par voie basse. Par contre cette fois horrible. J'étais seule dans la salle d'accouchement avec le père. Il n'y avait pas de médecin avec nous, il n'y avait pas les sages-femmes. Du coup le bébé s'est présenté tout seul. Et c'est à ce moment-là, quand le bébé est sorti, que par contre le père il a commencé à courir, il était dans tous ses états, à appeler tout le monde, ils sont tous venus, ça a été assez compliqué. Et donc ils ont pris le bébé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Moi ils ont voulu enlever justement le placenta, faire tous les examens qu'il y avait à faire. Pour ne rien laisser parce que du coup c'est pas bon pour le corps. Voilà, mais lors de cet examen, je sais pas ce qui se passe, peut-être que... je pense que j'ai dû perdre trop de sang parce que moi j'étais tellement bloquée sur mon bébé, donc jusqu'à présent j'ai pas cherché à savoir non plus ce qui s'était passé. Ouais, des bouts de ton histoire finalement. Ouais, face à cet accouchement-là, parce que du coup, apparemment, je fais un arrêt cardiaque. Et apparemment ça dure plusieurs minutes, donc ils ont dû me réanimer, ils ont dû faire... À savoir que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps par une professionnelle de santé qui travaille en neurologie et en cardio, tout ce qui est neuro-cardio, et qui donc travaille avec donc, des femmes enceintes. C'est pas trop à quoi c'est dû pour le moment, parce que les études sont encore en marche, mais c'est vrai que ça fait partie des critères sur lesquels il faut rester vigilant, parce que ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. D'accord. Donc, et ça, je l'ai appris, que c'était très courant que les femmes, après avoir accouché, fassent des micro-AVC ou des arrêts cardiaques, ou voilà. D'accord, mais je n'avais pas du tout connaissance de ça. Et du coup, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Ça a duré plusieurs minutes. Et
Il faut vivre avec le deuil de cet enfant, du coup. Donc on avance, on fait comme on peut. Alors je me rappelle à l'époque quand même qu'il a été... que le père de l'enfant a été très prévenant, enfin il était bienveillant envers moi, il a été... voilà, il a voulu m'accompagner parce qu'il savait à quel point je désirais cet enfant et je pense d'ailleurs qu'il s'est complètement oublié dans ça parce qu'il y a le deuil de la mère mais bien souvent on oublie le deuil du père aussi parce qu'on... Voilà. En tout cas c'était moi mon ressenti par la suite parce qu'il s'est passé plein de choses après. Du coup après ça je retombe enceinte 1 an après et là je tombe enceinte dans mon fort intérieur j'espérais un garçon. Il s'est présenté que ce soit là, c'est une fille. Et comment dire, je me suis dit là, les choses sont bien faites parce que je voulais pas non plus faire un transfert de l'enfant précédent avec cet enfant. Du coup c'est une fille qui est en bonne santé, pour lequel par contre on m'a fait par prévention, on m'a quand même fait un cerclage. Donc voilà, par contre une fois le cerclage fait, lorsqu'ils ont essayé ils ont retiré le cerclage à la fin, et là mon col, le bébé voulait sortir mais mon col ne voulait plus s'ouvrir. C'était trop fermé. Du coup ça a été un accouchement assez compliqué, assez long, et à la fin ils ont décidé de faire une césarienne. Parce que voilà, le bébé commençait à être un petit peu en souffrance. Donc ils ont fait le nécessaire, ça s'est à peu près bien passé, sauf qu'elle ne respirait pas par elle-même. Donc ils ont dû l'intuber, lui faire plein de choses et la clinique là où j'avais accouché en fait n'était pas adaptée pour les enfants un petit peu prématurés ou qui avaient des complications. Du coup elle est partie dans un autre hôpital. L'hôpital où j'ai accouché de son frère une année avant. Donc pour toi dans ta tête, bazar quoi. Bah ouais, un petit peu. Ouais. Et après, le fait que j'avais une césarienne en plus, je n'avais pas la possibilité d'y aller. Oui, en plus vous étiez du coup séparés. Oui. J'avais pas du tout la possibilité d'y aller. Voilà. Entre-temps, avec le père, bref, les choses ont évolué, mais pas dans le bon sens, depuis la perte de notre fils. On a quand même essayé de se remettre ensemble. En essayant de se remettre ensemble, la deuxième fille. Voilà. Bon, finalement, on s'est quand même séparés, donc j'ai vécu quand même cette grossesse-là seule. D'accord. Donc finalement, ta 3e grossesse, tu l'as vécue seule avec la première. La première fille. Oui, voilà. Ok. Donc voilà, après c'était une grossesse du coup compliquée d'un point de vue moral, puisque je me séparais aussi du père, qui lui aussi avait une autre compagne qui l'a rapidement mise enceinte aussi. Donc ça a été, pour le coup, la première a été encore bébé finalement, puisqu'elles ont combien de mois d'écart, combien de temps? Elles ont pile 12 mois. 12 mois. Elles sont toutes les deux en juin. D'accord. Donc pile 12 mois. Ouais. Et donc du coup, tu avais un bébé et un bébé... et une grossesse. Une grossesse en cours. Ouais. Voilà. Accouchement césarienne aussi, j'ai pas trop eu le choix. Là pareil, c'était par prévention ou c'est parce que vraiment ils t'avaient remis le cerclage encore? Ils ont proposé le cerclage. La deuxième fois, par contre, vu l'expérience que j'avais eue avec ma précédente grossesse, j'ai refusé le cerclage puisque la grossesse évoluait bien et le col était bien fermé. Mais alors, donc j'ai préféré aller jusqu'au bout. Par rapport à la césarienne, tu penses? À l'époque, ils faisaient des scanners du bassin pour vérifier si le bassin était assez large pour faire passer le bébé. Aujourd'hui, ils ne le font plus, donc voilà. Mais à l'époque, ils le faisaient. Et moi, on m'avait dit que mon bassin était légèrement étroit. Donc, vu comment mes précédentes grossesses s'étaient passées, j'avais pas du tout envie de souffrir. Alors je leur ai dit, plutôt que de souffrir, d'essayer de faire le bébé, que finalement ça passe pas et que ça finisse en césarienne, je me suis dit autant faire une césarienne dès le départ. C'est là où j'ajoute une petite note. Le bassin étroit est spécifique aux femmes noires parce que les femmes noires ont, quoi qu'il arrive, le bassin étroit. Donc, heureusement qu'ils ne font plus cet examen parce que ils l'ont fait pendant de longues années, mais encore là, pareil, c'était un peu un cas d'étude. Et aujourd'hui, ils ne le font plus, mais c'est pas plus mal parce que du coup, je pense qu'ils ont arrêté de le faire parce que ça faussait beaucoup trop souvent les résultats. Parce qu'effectivement, un bassin d'apparence étroit peut ne pas l'être en réalité parce que c'est juste la morphologie et
l'ergonomie du bassin qui fait cette apparence de bassin étroit, alors que la femme noire ayant naturellement une courbure fait que c'est étroit, oui, mais pas étroit pour dire que... étroit ne veut pas forcément dire bloqué, pas de passage. Oui, le bébé peut passer. Voilà, il y a une cambrure, et bien forcément quand elle va accoucher, elle va pas rester à accoucher avec cette même cambrure. Elle va devoir ajuster sa position de manière à ce que le bébé s'incline de la bonne façon. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, et que soit on a le professionnel qui est au fait de ce sujet et qui donc va pas nous proposer la césarienne parce qu'il est au courant qu'on a une cambrure naturelle et que donc bébé peut passer, ou à l'inverse, il ne s'y connaît pas du tout et bon, c'est panique à bord parce qu'il se dit mais ouh là là, enfin moi par exemple c'est un truc qu'on m'a dit au tout début, on m'a dit ouh la césarienne je pense que ça va plus être pour vous. Bon, moi avec ma propre histoire, un jour je la raconterai, mais avec ma propre histoire, la césarienne c'était non. Avec le temps, du coup j'ai appris que c'était vraiment dû au fait du placement du bassin et que donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir une césarienne, ça dépend vraiment, c'est bien sûr propre à chacun, il faut mettre la nuance, mais c'est pas tout de suite un automatisme qu'il faut adopter parce que bien souvent c'est juste une méconnaissance du corps de la femme qui amène à cette décision. Okay. Après cette petite aparté, reprenons sur donc c'était là ta troisième grossesse, donc oui. ta seconde fille. Oui. Okay. Et donc après. Et bien du coup j'ai élevé ces deux petites toutes seules. Et donc voilà, avec des hauts, avec des bas, avec les difficultés que toute maman solo peut rencontrer, surtout quand on se retrouve avec deux bébés. Donc voilà, mais ça a aussi été l'une des plus belles expériences de ma vie, malgré la difficulté que ça représente, parce que vraiment c'était pas facile du tout, mais ça a été une super histoire. Voilà. Entre ton cadeau, mes filles et moi. Ouais, c'était vraiment génial. Ton cadeau de la vie. Oui, et puis c'est bizarre, mais je me suis dit, j'en ai perdu un pour finalement en avoir deux derrière. Et voilà, et même si j'étais solo, c'était ça justement le petit truc spirituel, si je peux revenir dessus. Bien sûr. Parce qu'au début, j'ai dit que c'était un peu spirituel. Et en fait, je pense aujourd'hui, maintenant que je suis guérie de tout ça, je pense qu'effectivement, l'univers m'avait déjà envoyé un message pour me dire que on comprend ton inquiétude sur le fait que tu ne puisses pas avoir d'enfant, mais tu peux. Et donc on m'a envoyé un premier enfant, enfin un premier œuf clair pour me dire la preuve que tu peux, c'est possible. Mais moi, dans mon intérieur, j'étais encore là, non mais je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. On m'a envoyé un deuxième enfant, mais ça n'a pas été jusqu'au bout de la grossesse. Et donc moi là je me suis dit encore l'univers, deuxième message qui me dit, oui regarde, pour la première fois tu n'y as pas cru parce que c'était un œuf clair, là il y a vraiment un enfant, mais mais je comprenais toujours pas le message. Et en fait je pense que le message c'est que c'était peut-être pas avec ce géniteur-là que j'allais finir ma vie. Avec la bonne personne. Voilà, je pense qu'on me l'a envoyé, mais en même temps c'était la bonne personne parce que finalement sans lui aussi j'aurais pas eu ces enfants. C'est ça. C'est important ce que tu dis parce que ça m'est déjà arrivé en fait de croiser des femmes qui se questionnaient sur leur fertilité et bien souvent c'est juste qu'elles se rendent pas compte que c'est peut-être pas le bon duo. Oui. Parfois c'est juste pas le bon duo parce que si c'était le bon duo, tu serais tombée enceinte mais ultra rapidement. Et en fait c'est juste que parfois la vie te dit hé meuf mais ce gars il va te faire des crasses, vas-y lâche-le. Mais genre, toi, t'es genre tellement obstiné dans ton truc que tu dis mais si, c'est l'homme de ma vie. Ouais. Tu tiens, alors que non, en fait, faut juste lâcher la grappe. Ouais, mais vraiment, j'aurais... après, c'était mon parcours de vie, donc je le renie pas non plus, mais avec le recul, voilà, effectivement, c'est ce que je me dis. C'était juste que c'était pas la bonne personne, c'était pas la personne avec laquelle j'allais finir ma vie. Et d'ailleurs, toi, t'as pas eu de parcours médical, mais la plupart du temps, ces mêmes femmes-là font elles vont plus loin. Voilà, elles vont plus loin, donc elles font un parcours médical, il y a plusieurs procédés. Et c'est ça moi, c'est là où je pousse les femmes à se poser la question. C'est-à-dire que quand tu as fait ce parcours médical, bébé arrive, ok, et puis passer le parcours médical et qu'une fois que bébé est là,
t'as d'autres bébés qui suivent après. Ouais. T'en as pas qu'un, t'en as deux, t'en as trois, t'en as quatre. Mais ça veut bien dire que c'était peut-être pas physique. En fait, le blocage n'était peut-être pas physique, le blocage était peut-être intérieur, il était peut-être mental, émotionnel, mais il était juste peut-être tout autre que physique. Oui. C'est après donc ce deuxième, troisième, quatrième enfant que tu te dis mais pourquoi j'ai fait ces enfants avec cet homme-là? Parce que ou avec cette femme-là, à l'inverse, parce que la dynamique reste la même. Mais nous, ça s'est fait comme ça, dans les deux sens. Je pense que l'univers nous avait envoyé le message. Mais on ne voulait pas écouter. Non, parce que finalement, pendant que j'étais enceinte du coup de Gabriel, il a eu une autre histoire avec une autre femme qui est tombée enceinte. Voilà. C'était le chemin bon pour toi, pour ta vie, pour ton évolution. Mais j'ai compris des choses. Voilà, ton évolution. Mais c'était un point important. Oui, tout à fait. Et donc ensuite? Alors par la suite, justement, donc j'élève ces deux petites toutes seules et je finis par rencontrer quelqu'un d'autre. Donc voilà, qui est le père de mes autres enfants et qui tout de suite, quand on s'est rencontrés, c'était assez particulier, mais pour lui en tout cas, ça a été comme un espèce de coup de foudre, mais pas que de moi, mais aussi avec les enfants. Oh, c'est cool. Ouais, vraiment, il y a eu quelque... Non, mais il y a eu un espèce de... Je sais pas, moi, il a été pris par une vague d'amour pour nous trois. Est-ce que tu dirais que il avait l'instinct maternel? Maternel? Ouais. Alors, je sais pas, parce que lui, il était dans une relation où il n'avait pas du tout sa place de père. Mais quand je dis maternel, pour moi, c'est en gros, est-ce que tu dirais qu'il a un instinct paternel, mais même plus fort encore? Parce que on a des hommes, moi j'ai déjà rencontré des hommes qui ont donc ils sont papas, ils ont l'instinct paternel, mais pour certains, ça va au-delà. Tu sais, quand on dit le papa poule, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment la symbolique de se dire quoi qu'il arrive, il va couvrir sa famille, il va la chouchouter, la choyer, il va en faire son trésor. Est-ce que tu avais l'impression qu'il rentrait au sein de vous, votre noyau, votre famille, avec cette dynamique-là de papa maternant en fait? C'est ça. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis papa maternel, parce que pour moi, un homme, alors ça a été même prouvé d'ailleurs, c'est même pas que pour moi, c'est que les études ont montré que les hommes ont également cette hormone de maternité capable, donc ça modifie leur perception, ça modifie leur schéma de pensée et donc ils sont en capacité de penser comme une mère, voire même plus encore qu'une maman. Donc c'est vraiment particulier parce que ça, normalement, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel et qui donc arrive quand tu es enceinte et que ça se déclenche dans ton cerveau. Mais là, les hommes sont capables de le faire et de l'avoir sans même avoir porté en eux. D'ailleurs, sans même avoir porté entre guillemets, parce que il y a les couvades, il y a les couvades, mais ça, on y reviendra. Mais du coup, c'était ça plutôt ma question, c'était est-ce que tu dirais qu'il est arrivé dans votre noyau comme étant le papa maternant, le papa... Oui, il a été comme ça avec les filles, c'est vrai. Pourtant, c'était pas lui le géniteur, mais comme le géniteur était totalement absent, parce que du coup, il avait une autre famille, donc voilà. Il a fait le choix de ne plus avoir de relation avec nous, nos enfants. Et donc, il y avait vraiment une place à prendre en fait, là, en tout cas auprès des enfants. Et c'est vrai qu'il a tout de suite développé quelque chose, peut-être plus fort encore qu'un père. J'en parlais hier avec un monsieur qui me disait qu'il était beau-père. Il n'est pas père du tout. Il est beau-père de quatre filles. Et il a kiffé sa place de papa. Enfin, pour moi, quand il me parlait, pour moi, c'est le papa. Même quand lui, quand il le retranscrit, il dit pas je suis le papa. Mais dans la façon d'être, il m'a dit mais c'est tellement plus simple ma vie de beau-père parce que du coup je me prends pas la tête, je suis pas la source du conflit, la relation elle est fluide. Et donc lui il a été... Et parce qu'il a pris sa place aussi. Ouais, mais il a pris sa place, mais même au-delà, je sais pas. Pourtant les filles l'appellent par son prénom. Elles n'ont pas décidé de l'appeler papa, donc moi j'ai laissé les choses se faire naturellement. Mais
Mais lui, voilà, en tout cas, quand il parle de ses enfants, c'est ses enfants. C'est ses enfants. Voilà, il va jamais se dire, il a des enfants de sang et puis il a d'autres enfants. Ouais, non, il met tout le monde. Non, pour lui, il est père de 4 filles et puis un fils aujourd'hui. Ouais. Ce que tu me disais, c'est que tu as eu du coup avec ce monsieur une autre grossesse. Oui. Alors, assez rapidement quand même. Hein. Je pense qu'au bout d'1 an et demi ou 2 ans qu'on était ensemble, je pense à peu près, du coup je suis tombée enceinte. Encore une fille. Fille, vraiment. Oui, non mais vraiment c'est notre truc, hein, on sait faire. Donc du coup je suis tombée enceinte. C'est un royaume de queen, c'est tout. C'est ça. Voilà. Mais à l'époque, comment dire, j'étais encore un petit peu réticente, disons. Donc là, quand je me retrouve finalement avec cet homme qui certes aime mes enfants, mais je sais pas, la grossesse a réactivé peut-être quelque chose chez moi, en tout cas une crainte. Une crainte. Donc peut-être même une phobie, parce que finalement c'est même peut-être plus fort qu'une crainte, parce qu'une simple crainte... je sais pas, parce que ça s'est pas forcément vu, personne s'est rendu compte, parce que j'ai quand même voulu me dire que cette peur c'était mon histoire, c'est ma peur. Mais je voulais pas lui montrer en tout cas que j'avais peur qu'il parte ou que... C'est intéressant parce que tu as dit c'est ma peur, donc finalement oui, ça lui appartenait pas à lui. C'était ta vieille copine quand même, d'une certaine manière, parce que... Ouais, j'étais tellement habituée à elle que justement, c'est marrant. Oui, est-ce qu'il n'allait pas partir lui aussi ou est-ce que... C'était vraiment devenu ma crainte, donc je lui ai laissé sa place à lui, mais c'est moi intérieurement, si tu veux, j'étais pas sereine. J'avais toujours justement cette petite voix qui me disait il va partir lui aussi. Donc, ça t'avait même déstabilisé d'une certaine manière, même dans ton estime de toi, dans ta confiance en toi, dans ta place de femme. Parce que finalement, là pour le coup, c'est la question du tout début. Là pour le coup, on parlait même pas vraiment de la mère. Là quand tu avais ce discours mental, c'était ta place de femme, c'était ton existence en tant que femme qui était remise en question. Oui, un peu, c'est ça. Du coup, voilà, en tout cas la grossesse là se passe bien. Bon, 3e césarienne aussi, parce que du coup une fois qu'on en fait 2, après on n'a plus le choix. Donc ça se passe encore par césarienne, mais ça se passe très bien. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Quand la petite est arrivée, moi n'ayant pas eu de conjoint, en tout cas pour les 2 premières, on a fait le choix avec le père, que ce soit lui, en tout cas, qui prenne le congé parental. Du coup, c'est lui qui est resté à la maison à éduquer ce bébé qu'on avait eu ensemble et les 2 grandes aussi, puisque moi, en tant qu'éducatrice, j'ai des horaires assez... voilà. Donc moi, je suis repartie travailler et c'est lui qui est resté à s'occuper des bébés. Canon, ça. Donc oui, donc quand tu disais tout à l'heure que c'était un papa maternant, finalement là il l'a prouvé. Quoi. C'est ça. Non mais c'est pour ça que je sentais la dynamique quand tu as parlé de comment il est arrivé, de la venue. Il y avait le... Ouais, non, si c'est vrai. Ouais, il était vraiment comme ça. Ok. Et du coup, moi j'ai repris mon travail, tout ça, j'ai continué à évoluer un petit peu. Mais ce qui est marrant, pardon, mais du coup je refais le... C'est marrant parce qu'il est arrivé de la même façon que toi, tu avais ta conception à l'initiale. C'est-à-dire que lui, quand il est arrivé pour vous trouver, il est arrivé avec moi, je veux une famille, je veux... Tu vois, il est arrivé avec la même dynamique que toi, tu avais à l'époque, à tes 15 ans. C'est ça. Donc, c'est fou quand même. Ouais, non, c'est vrai, moi-même, j'avais pas fait le... Parce que là, il est arrivé et pour lui, c'était une évidence. Donc, ça lui a... C'est pas comme si ça lui a fait mal de prendre un congé. C'était normal. Ouais. C'est vrai. C'est beau. Et c'est ce que moi, je voulais, de toute façon. Quelqu'un qui soit tout autant que moi, prêt à... Je vais pas dire des sacrifices, mais qui soit prêt à tout, aller... réellement, dans sa place, prendre sa place. C'est ça. C'est vraiment ce que j'avais besoin. Donc voilà. Et donc pour finir, pour les grossesses, là cette fois, finir, vraiment. Il n'y en aura pas d'autres. Finir, écoute-moi bien, finir. On sait pas, 45, écoute. Non, là c'est très bien. 45, le finir, tu sais. Non, là comme j'ai dit au tout début, pour une fois, ça y est, dans ma vie de maman, en tout cas, je me sens, voilà. Tu as senti le point final. Ouais. Bien que, il y a quand même eu
comment dire, en 2021, non, en fin 2020, je tombe enceinte à nouveau. Du coup, comment dire, alors grosse surprise, pareil, je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, fin 2020, tu avais 38, 30, ouais, 30, non, 36, 37. 36, ouais, 36 ans. Okay. Et du coup, je m'y attends pas du tout. Je suis complètement déstabilisée, mais comme d'habitude, pour moi, j'accueille. Donc ça me va. Donc on y va, on fait tous les examens, mais les examens du premier trimestre, du coup, révèlent qu'il y aurait peut-être une trisomie. D'accord. Donc on fait tous les examens qu'il y a à faire, dont une amniosynthèse, qui révèle qu'effectivement, le bébé qui était encore une fille est porteuse d'une trisomie. D'accord. Donc, faut savoir que le père, lui, de son côté, en tout cas, il a une petite sœur qui a eu un enfant trisomique. Du coup, je l'ai beaucoup soutenu, en tout cas pendant un moment. Et donc, en tout cas, cet enfant, notre neveu, a eu un parcours de santé très très difficile, avec des problèmes de cœur, plusieurs opérations, avec des complications. En fait, tu sentais que c'était un choix sérieux à prendre, voilà. Pas à la légère, quoi. Voilà, quelque chose à vraiment réfléchir, à maturer et à prendre le temps de la réflexion. Ouais. Donc on a fait le choix de ne pas garder cet enfant parce que c'était... pour moi, c'était trop compliqué déjà. C'était juste ma belle-sœur qui était en train de le vivre et tu sentais que ça allait être et même à distance, c'était souffrant pour nous parce qu'à chaque fois, on s'inquiétait quand elle me disait que ben non, le cœur était trop petit ou je sais plus trop quoi. Il y avait des problèmes cardiaques et j'étais en panique de me dire que l'opération était programmée dans 2 mois. Et que dans 2 mois, chaque jour, je priais pour que l'enfant vive, que... Enfin voilà, j'étais... Et je ne voyais pas le vivre. C'était trop lourd à porter déjà, rien qu'en étant à distance. Alors là, le vivre au sein de même ton au foyer... quotidien, non, enfin, c'est pas que j'aurais pas pu. S'il fallait le vivre, voilà, mais... Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir ce choix. Tu ne sentais pas la capacité à ce moment-là, en tout cas. Ouais, non, pas du tout. Donc, on a fait le choix de ne pas garder cet enfant. Mais qui on a quand même donné un nom, que voilà, les sœurs étaient quand même au courant, donc jusqu'à présent on en parle. Ben, l'enfant qui me manquait, peut-être que c'était cet enfant-là, et que finalement, les choses se sont faites comme ça a commencé comme ça se termine comme ça, La boucle est bouclée, pour toi en tout cas c'était... Voilà. Donc là on s'est dit, enfin, parce que j'approchais des 40 ans, donc je me disais, allez, pour 40 ans, super, on va faire la fête, on va partir en Jamaïque, on va aller se faire un vrai truc d'adulte. Pour une fois, je me voyais partir avec des amis et aller s'éclater. Et puis finalement, début d'année, j'apprends que je suis enceinte. Voilà. Tu as évidemment envie d'avoir la partie 2. Mais il va falloir attendre. Pour le moment, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo au plus grand nombre de queens que tu connaisses et à aussi activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines informations. Bye bye ma belle âme.